Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui a été fait dans le laboratoire de Dany Garand à l'Université de Sherbrooke, qui est le laboratoire d'écologie moléculaire et évolutive. Et moi, je vais vous parler en fait d'un projet que j'ai pas mal terminé parce que je finis ma maîtrise en ce moment. Puis, mon projet concernait les effets de l'environnement sur la survie des oisillons de l'hirondelle bicolore. Donc, Eve a mis la table sur l'hirondelle, puis je vais un peu poursuivre sur cette jolie histoire. Donc, en 2012, il y a une étude qui a été faite sur les oiseaux à l'échelle du Canada au complet qui a montré que parmi toutes les espèces qui ont été étudiées, depuis les années 1970, 44% des espèces sont en déclin au Canada. Donc, c'est un chiffre alarmant, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que parmi ces espèces en déclin, on a un groupe qui est celui des insectivores aériens qui est particulièrement affecté par le déclin. Donc, les insectivores aériens, comme l'a dit Eve, ce sont les oiseaux qui se nourrissent d'insectes lorsqu'ils sont en vol. Si on se concentre sur ce dernier groupe-là, qui est composé en fait d'hirondelles, de martinets, d'engoulevents, de tyrans, de moucherolles, ce qu'on va voir, c'est que vraiment, c'est assez impressionnant comme déclin. Donc, ce que vous voyez sur la figure ici, c'est le pourcentage de changement dans les populations de ces oiseaux-là en fonction des années. Donc, ce qu'on voit, si on avait une ligne droite qui était sur le 0, qui est à peu près dans le milieu du graphique, ça nous indiquerait que les populations sont assez stables, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'on observe pour les insectivores aériens. On observe plutôt un déclin qui est vraiment intense et qui est encore plus vrai pour le groupe des hirondelles, qui est la ligne bleue. Donc, on parle d'un déclin qui atteint presque les 85% dans moins de 40 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer sur cette merveilleuse espèce qui est l'hirondelle bicolore. Donc, c'est un insectivore aérien. C'est un oiseau migrateur qui peut aller jusqu'au Mexique l'hiver. Puis, malheureusement, c'est une espèce qui est en déclin au Québec, mais aussi à l'échelle du Canada au complet de manière globale. Donc, je vous l'ai dit un petit peu avec mon titre, moi, je m'intéresse aux oisillons. Donc, je me suis demandé, la première question, c'est est-ce que le déclin qu'on observe chez ces oiseaux-là, on le voit aussi au niveau des oisillons ou c'est juste chez les adultes qu'il y a beaucoup de mortalité? Donc, première petite étape, je prends mes données, puis j'ai fait un graphique très simple du nombre d'oisillons qui sont âgés de 12 jours en fonction des années. Donc, ce qu'on voit, de manière générale, il y a un déclin dans le nombre d'oisillons qui sont âgés de 12 jours dans le système. Donc, le déclin est aussi présent chez les oisillons, pas seulement chez les adultes. Par contre, vous avez peut-être remarqué, il y a un petit peu de variabilité. Il y a des années où on ne voit pas ce déclin-là. Ça, c'est tout à fait normal. Dans la nature, il y en a plein de la variabilité tout le temps. Et ici, on va parler de variabilité annuelle. Donc, certaines années, ça va aller mieux que d'autres, puis c'est normal, même si de manière générale, on voit un déclin. Ici, on parle de variabilité qui va être temporelle, parce qu'elle est entre les années. Moi, ce n'est pas à ça que je m'intéresse. Je m'intéresse à la variabilité qui va être spatiale, donc entre les environnements. Par exemple, si on prend une population dans deux milieux différents, je veux voir comment elle va survivre, cette population-là, si on change ses conditions environnementales. Donc, chez les oiseaux, il y a plusieurs conditions environnementales dont on connaît les effets de manière générale. Par exemple, des températures qui vont être faibles vont généralement diminuer la survie des oisillons. Des précipitations abondantes vont généralement aussi diminuer la survie des oisillons. Le paysage peut avoir toutes sortes d'effets variables sur les oiseaux et leur survie. Par exemple, on peut avoir des oiseaux qui vont préférer les milieux forestiers, des oiseaux qui vont préférer les milieux plus aquatiques. Il y a des oiseaux même qui vont préférer les zones urbaines. Pensez aux pigeons, par exemple, qu'on retrouve beaucoup en zone urbaine. Donc, le paysage va vraiment avoir des effets variables, dépendamment des espèces qui sont étudiées, mais aussi dépendamment des conditions environnementales dont on tient compte. Il y a aussi certaines composantes qu'on va retrouver dans l'environnement qui peuvent avoir des impacts sur les oiseaux. Par exemple, les pesticides, les engrais chimiques, tous ces produits-là, normalement, plus on en retrouve dans le milieu, moins les oisillons survivent. Donc, c'est à ça que je me suis intéressée pour mon projet de maîtrise. Alors, mon objectif, c'était de comprendre l'effet de l'environnement sur la survie des oisillons de l'hirondelle bicolore. Donc, pour répondre à ces questions-là, j'ai utilisé les données qui proviennent d'un vraiment gros système d'études qui regroupe 40 fermes en Estrie et en Montérégie et qui présente, comme elle vous l'a dit, un gradient d'intensification agricole qui s'étend sur 10 200 km². Donc, c'est vraiment énorme.
Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 40 fermes ont chacune 10 nichoirs. Donc, on parle de 400 nichoirs qui sont visités tous les 2 jours, toutes les saisons de nidification des hirondelles. Donc, c'est vraiment énorme. Et pour mon analyse, j'ai pu utiliser les données des 10 dernières années. Donc, j'ai plus de 7000 oisillons qui sont inclus dans mon étude. Fait que c'est vraiment une grosse étude. Voici une petite carte de ma zone d'étude. Donc, Sherbrooke est ici et à l'autre extrémité, c'est la Montérégie. Et sur cette carte-là, chaque losange noir correspond à une ferme où on a des nichoirs. Il y a le gradient d'intensification agricole dont je vous parlais plus tôt. Il s'étend de l'est, donc de Sherbrooke, vers l'ouest, vers la Montérégie. À l'est, on va avoir des cultures qui sont extensives. Quand je parle de cultures extensives, je parle de prés, de pâturage, de petites fermes laitières, etc. Puis plus on se dirige vers Montréal, plus les cultures vont être intensives. Donc, par exemple, des monocultures. L'exemple classique, c'est un champ de maïs à perpétuité qui va avoir des apports d'engrais chimiques puis de pesticides qui vont être vraiment abondants. Donc, maintenant que vous connaissez mon système d'études, ça me permet de vous présenter mon premier objectif de manière un petit peu plus précise. Premièrement, ce que je voulais faire, c'était comprendre comment les traits morphologiques des oisillons vont affecter leur survie. Donc, quand je parle de traits morphologiques, je parle de la masse des oisillons, combien ils pèsent, puis de la longueur de leur aile. Parce que c'est 2 indicateurs, normalement, de la condition corporelle des oisillons. Généralement, s'ils sont gros et grands, on assume qu'ils sont en bonne santé. Alors, je ne vous le cacherai pas, je suis allée mesurer des petits oisillons pour répondre à mes questions. Donc, ça, on fait ça 4 fois dans le développement des oisillons. Lorsqu'ils ont 2 jours, ils sont très cute, ou d'autres personnes les trouvent très laids, mais c'est là qu'on va les identifier individuellement. Puis, pour la première fois, on va prendre leur masse. Ensuite, à chaque visite, donc à 6 jours, à 12 jours et à 16 jours, on va reprendre la masse pour avoir un bon suivi des oisillons. Puis, à partir de 6 jours, on va commencer à mesurer l'aile, parce qu'avant 6 jours, elle n'était pas poussée. Puis, à 12 jours, on va également prendre une petite prise de sang sur les individus, parce qu'on ne peut pas déterminer le sexe d'un oisillon juste comme ça. Donc, la prise de sang va me permettre d'aller établir le sexe de manière génétique. Donc, maintenant que vous savez comment j'ai obtenu mes données, c'est le temps de vous présenter déjà des petits résultats. Donc, de manière globale, j'ai trouvé que plus les oisillons sont gros et grands, plus ils survivent. Donc, ça, c'est assez simple, c'est ce qu'on s'attendait. J'ai aussi trouvé que les femelles ont une meilleure survie que les mâles dans notre système d'études. Il n'y a pas une si grosse différence, mais il y en a une. Donc, maintenant que je sais ce qui se passe avec les traits morphologiques, je vais aller voir ce qui se passe au niveau de l'environnement. Alors, je veux voir comment l'environnement affecte la survie. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'environnement? Je parle de 2 choses. Le climat, qui va être en fait représenté par les températures et les précipitations, et le paysage, qui va être représenté par des cultures extensives versus intensives, la présence de cours d'eau, la présence de forêts, la présence de zones urbaines. Donc, mes résultats par rapport à cette section-là. Premièrement, j'ai trouvé que plus il y avait de cultures extensives, donc des prés, des pâturages et pas des monocultures, plus la survie des oisillons est bonne. Ensuite, j'ai trouvé que plus il y avait des précipitations, plus la mortalité est élevée chez les oisillons. Donc, ces 2 aspects-là, je m'attendais à ça. C'est ce qu'on retrouve généralement dans la littérature. Par contre, j'ai trouvé un effet surprenant. Plus il fait chaud dans mon système, moins mes oisillons survivent. C'est vraiment pas ce qu'on retrouve dans la littérature de manière générale. Puis, ça nous a surpris. Alors, on a réfléchi beaucoup à ce résultat-là. Une des explications, ça pourrait être potentiellement qu'il fait très chaud dans les nichoirs et beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur, donc ça deviendrait trop chaud. Les oisillons tomberaient en hyperthermie, donc ils ont vraiment trop chaud et ils deviendraient déshydratés. Donc c'est une de nos hypothèses, mais il y a aussi le fait que je fais des analyses sur des oisillons de 12 jours. À 12 jours, c'est là qu'ils commencent à eux-mêmes réguler leur température. Ils n'ont plus besoin de leur maman qui vient les couver pour garder leur température pendant quelques heures. Donc, ce serait peut-être la période où ils sont vraiment vulnérables, puis quand il y a une canicule, c'est là qu'ils mourraient parce que c'est trop pour eux, ils ne sont pas encore assez à l'aise. Maintenant que vous savez l'effet des conditions corporelles et de l'environnement, ce qui reste à faire pour mon projet, c'est de mettre les 2 ensemble. Donc, comment l'environnement va modifier la probabilité de survie des oisillons en fonction de leurs traits morphologiques. Donc, je vous l'ai déjà dit, plus les oisillons sont grands et gros, mieux ils survivent. Mais j'ai également trouvé que
plus ils sont grands et gros, moins ils vont être affectés par l'environnement. Donc, en d'autres mots, un oisillon qui va être grand et gros, s'il est dans des mauvaises conditions environnementales, donc par exemple des fortes précipitations, il devrait survivre, il n'y aura pas de problème. Par contre, c'est les petits oisillons. Eux autres, lorsqu'ils sont dans des mauvaises conditions environnementales, presque systématiquement, ils vont mourir. Donc, en résumé, on peut dire que globalement, les individus grands et gros sont avantagés dans le système et que l'environnement joue vraiment un rôle majeur dans la survie des oisillons. Puis mes résultats sont vraiment intéressants parce que, je vous rappelle, température et précipitation, plus ils sont élevés, moins c'est bon pour la survie des oisillons. À quoi on s'attend en termes de changement climatique? Des températures plus élevées et des précipitations plus abondantes. Donc, on s'en va exactement vers les pires conditions qu'on peut avoir pour nos oisillons. Puis mon autre résultat, c'était que les cultures extensives sont bonnes pour les oisillons. On est dans une ère d'intensification agricole. Donc, on fait exactement le contraire de ce qui est efficace pour les oisillons chez une espèce qui est déjà en déclin. Donc, c'est déjà tout. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci de votre attention, puis merci à tout le monde. Et je vous présente les membres de mon labo qui sont très beaux et que plusieurs sont présents. Oui? Est-ce que les hirondelles bicolores ont un rôle particulier dans l'écologie en général? Bien, en fait, c'est un insectivore aérien, donc ça régule les populations d'insectes, entre autres. Ça, c'est quand même un rôle qui peut être clé. Tu sais, il y a l'application de beaucoup de pesticides. Les pesticides semblent être reliés à une baisse des hirondelles, mais en vrai, les hirondelles font quand même un contrôle des insectes. Fait qu'on a des effets qui peuvent être un peu des antithèses, si on veut. Puis, tu sais, c'est un peu comme toutes les espèces aussi. Ils ont toute une valeur intrinsèque que, au final, des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passerait s'ils disparaissent. On peut juste émettre des hypothèses. Mais c'est sûr que dans le contrôle des insectes, sont assez importantes. Oui? Moi, je me demandais s'il y avait des études qui avaient été menées entre les pesticides et leur impact négatif. C'est un aspect qui est beaucoup étudié justement dans notre projet. On a trouvé que justement en culture intensive, les oisillons survivent vraiment moins bien. Donc, on soupçonne fortement que c'est les pesticides. Puis, on a aussi des projets qu'on récolte en fait. Quand les parents nourrissent les insectes, ils font une petite, les oisillons, ils font une petite boulette d'insectes qu'ils vont aller leur mettre dans le bec. Puis nous, on a commencé à essayer de récolter ces petites boulettes-là, puis on dose les pesticides dans ces boulettes-là. Puis malheureusement, on se rend compte qu'il y a quand même des bonnes concentrations de pesticides et qu'il y a même des pesticides qui ne sont même pas homologués au Canada, donc qui normalement ne devraient pas être au Canada. On en retrouve dans nos boulettes. Donc, on se doute qu'il y a des effets assez négatifs. Oui. Dans le fond, ça, tu as eu à la fin de ton projet, est-ce qu'il y a d'autres des projets en lien avec ceux-là particulièrement qui vont découler de ton projet en Pour l'instant, on n'a pas établi de perspective claire, mais c'est sûr que ça ouvre la porte vers beaucoup de choses parce que on a quand même... c'est un milestone, j'ai pas un mot en français, là, mais c'est une page tournante. Puis mon projet est un petit peu plus complexe que ça, mais en vrai, c'est une analyse de sélection naturelle qui est quelque chose qui est pas beaucoup fait de la façon que je l'ai faite. Donc, oui, il y a beaucoup de débouchés qui pourraient poursuivre à la suite de ça. Oui.